J'ai rendu la bague de fiançailles pendant qu'elle flirtait avec son amant au bar. Ce qui s'est passé ensuite était irréel. L'homme assis en face d'elle n'était pas le vrai problème. La véritable trahison m'attendait à la maison, et elle impliquait la personne en qui j'avais le plus confiance. Je m'appelle Damien Dupont. J'ai 44 ans et je possède 3 concessionnaires automobiles à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai bâti cette entreprise en partant de rien, en commençant comme simple voiturier à 19 ans et en gravissant les échelons jusqu'à pouvoir acheter ma première concession en difficulté à 32 ans. 12 ans plus tard, j'avais 3 succursales prospères et la réputation de faire des affaires honnêtes dans une industrie qui ne récompense pas toujours l'honnêteté. Mireille est entrée dans ma vie il y a 2 ans lors d'une vente aux enchères caritatives. Elle avait 35 ans à l'époque, était récemment divorcée et avait une fille nommée Léa, qui vivait avec les parents de Mireille à Saint-Étienne. Mireille disait qu'elle n'était pas encore prête à être mère à plein temps, qu'elle avait d'abord besoin de se retrouver après un mariage toxique. J'ai respecté cette honnêteté, ou du moins ce que je prenais pour de l'honnêteté. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois. Une petite cérémonie était prévue pour le mois prochain, rien de très sophistiqué, juste la famille et les amis proches dans un domaine viticole près de Lyon. Mon fils Antoine, âgé de 15 ans et actuellement pensionnaire dans un lycée militaire en Savoie, devait être mon témoin. Mon frère Romain, qui travaillait comme directeur financier dans ma concession principale, devait se tenir à ses côtés. Ça, c'était avant ce soir. Je me tiens à l'extérieur du Salon Royal, un bar à cocktail chic du centre-ville de Lyon, regardant à travers la vitrine Mireille rire avec un homme en costume de prix. Sa main est posée sur l'avant-bras de ce dernier. Elle se penche vers lui murmurant quelque chose qui le fait sourire. Ce sourire, c'est celui qu'elle m'adressait avant. Je suis là depuis 20 minutes, à observer, à apprendre à quoi ressemble la trahison en temps réel. Elle m'avait dit qu'elle avait une réunion tardive avec un ancien collègue de l'époque où elle travaillait dans le marketing. Elle avait dit qu'elle serait rentrée à 21h. Il est 22h30 et on dirait qu'elle vient tout juste de commencer sa soirée. Je sors mon téléphone et vérifie la confirmation Uber qui est apparue sur notre tablette partagée plus tôt. Une adresse différente de celle qu'elle m'avait indiquée. Un nom différent pour la prise en charge. J'ai eu la nausée en voyant ça, mais j'avais besoin de le voir par moi-même. J'avais besoin de confirmer ce que mon instinct me hurlait depuis des semaines. Il y a 3 nuits, elle est rentrée à 2h du matin en sentant le whisky et une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Quand je lui ai posé la question le lendemain matin, elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que j'étais paranoïaque. Tout n'est pas un complot, Damien, avait-elle dit en se versant du café, comme si j'étais fou d'avoir osé poser la question. Mais je ne suis pas fou. Je suis là, à observer la preuve de mes propres yeux. J'entre dans le bar. La musique est douce. Du jazz ou quelque chose d'approchant. L'éclairage est tamisé, romantique. Je me ferai un chemin à travers la foule jusqu'à arriver au comptoir, à seulement 5 mètres de la banquette en cuir où elle est assise avec cet inconnu. Le barman s'approche de moi. Un jeune homme, au début de la vingtaine, qui essaie de se laisser pousser une barbe encore trop clairsemée. « Que puis-je vous servir ?» demande-t-il. Je sors une petite boîte en velours de la poche de ma veste. La bague de fiançailles à l'intérieur m'a coûté 11 000 €. Un anneau en platine avec un diamant taille princesse. Je l'ai acheté parce qu'elle m'avait dit que c'était exactement ce dont elle avait toujours rêvé. Vous voyez cette femme là-bas ? Je montre Mireille du doigt, celle avec la robe bleue. Il suit mon doigt du regard. Oui, elle a un verre en préparation, c'est ça ? Un truc rouge avec du citron vert. Un martini à la canneberge. Oui, c'est bien ça. Parfait. Je fais glisser la boîte sur le comptoir. Mettez ça à côté quand vous le lui apporterez. Ses yeux s'écarquillent. Monsieur, je ne pense pas que... Je ne vous demande pas de penser, dis-je en gardant une voix neutre. Je vous demande d'apporter une bague à ma fiancée. Pouvez-vous faire ça ? Il prend la boîte, l'ouvre légèrement, voit le diamant. Son expression passe de la confusion à la compréhension. Mec, je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Faites-le, c'est tout. Je le regarde préparer le verre, le placer sur un petit plateau avec la boîte de la bague à côté. Il me jette un dernier coup d'œil et j'acquiesce. Il se dirige vers leur table. Je peux voir le visage de Mireille quand elle remarque la boîte. Son sourire disparaît. Sa main se fige à mi-chemin vers son verre. Elle prend la boîte lentement, l'ouvre, et son visage devient livide.
Puis, elle balaie le bar du regard pour me chercher. Nos yeux se croisent. Je ne cligne pas des yeux. Je ne bouge pas. Je la fixe simplement jusqu'à ce qu'elle comprenne que je sais, que j'ai vu, que c'est terminé. Je me retourne et me dirige vers la sortie. Je ne fuis pas. Je ne fais pas d'esclandre. J'en ai simplement fini. J'ai rendu la bague de fiançailles pendant qu'elle flirtait avec son amant au bar. Ce qui s'est passé ensuite était irréel, car au moment où je poussais la porte pour affronter l'air froid d'octobre, je n'avais aucune idée que son amant n'était pas cet homme dans son costume onéreux. Et je n'avais aucune idée que la véritable trahison m'attendait chez moi. J'ai fait la moitié du chemin vers mon pick-up avant d'entendre des pas précipités derrière moi. Et, attendez, monsieur. Je m'arrête mais je ne me retourne pas. La voix appartient au type du bar. Celui sur lequel Mireille était drapée comme un manteau. Il arrive à ma hauteur en courant, les mains en l'air comme si je tenais une arme au lieu de mes clés de voiture. Écoutez, je ne savais pas, dit-il, le souffle court. Je vous le jure. Je n'avais aucune idée qu'elle était fiancée. Je finis par le regarder. La trentaine, costume cher, coiffure avec trop de gel. Le genre de type qui conduit probablement une BMW en leasing et se qualifie d'entrepreneur. C'est ce qu'ils disent tous, lui dis-je. Non, sérieusement. Il passe une main dans ses cheveux. Elle m'a dit qu'elle avait rompu avec son ex il y a un mois. Elle a dit que vous étiez encore dans le tableau, mais que c'était temporaire. Que vous régliez simplement les derniers détails. Je ris, mais le son est amer. Je vis avec elle. J'ai dormi dans le même lit qu'elle ce matin. Son visage devient pâle. Seigneur. Eh oui. Je déverrouille mon pick-up. Félicitations. Vous sortez avec une menteuse. Nous ne sortons pas ensemble, se hâte-t-il de préciser. Nous nous sommes rencontrés à sa salle de sport il y a peut-être 6 semaines. Nous sommes sortis quelques fois. Ce soir, c'était censé être, je ne sais pas, pour voir où ça nous mènerait. Je devrais partir. Je devrais monter dans mon pick-up et m'éloigner de cette conversation, mais quelque chose me retient sur place. Quelle salle de sport, je demande. CrossFit Rive Gauche, rue de la République. Mireille ne va pas à CrossFit Rive Gauche. Elle est abonnée à Keep Cool, près de ma concession. Elle y va 3 fois par semaine pendant sa pause déjeuner. Du moins, c'est ce qu'elle me dit. Écoutez, poursuit l'homme en sortant son téléphone, quelqu'un m'avait pourtant prévenu à son sujet. Regardez. Il me montre un message datant de la semaine dernière. Le nom de l'expéditeur est bloqué, il s'affiche comme anonyme. Le message dit, si vous fréquentez Mireille Collin, soyez prudent. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Croyez-moi. Je le lis 2 fois. Vous n'avez pas pensé que c'était un signal d'alarme. J'ai pensé que c'était un ex rancunier. Vous savez ce que c'est. Il range son téléphone. Je suis désolé, monsieur. Vraiment. Si j'avais su. Oubliez ça. J'ouvre la portière de mon véhicule. Vous l'avez échappé belle. Estimez-vous heureux. Il hoche la tête, puis retourne vers le bar. Je reste assis dans mon pick-up pendant 1 minute, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur. Mireille ne va pas à CrossFit Rive Gauche. Alors, où va-t-elle? 3 fois par semaine pendant sa pause déjeuner. Je sors mon téléphone et ouvre l'application de localisation que j'ai installée sur sa voiture l'année dernière. Je l'avais fait après que sa voiture eût été fracturée 2 fois sur le parking de la concession. Elle le savait et disait que ça la rassurait. Je fais défiler l'historique de ses positions. Lundi à midi, Keep Cool. Comme elle l'avait dit. Mercredi à midi, Keep Cool, encore. Vendredi à midi, pas Keep Cool. Le vendredi à midi, elle était dans une maison à Villeurbanne. Je zoome sur l'adresse. C'est un quartier résidentiel. Un beau quartier. Je ne le reconnais pas. Je fais une capture d'écran de l'adresse et l'ouvre dans Google Maps. La vue de la rue montre une petite maison de style artisanal avec une porte rouge et un jardin bien entretenu. Ma main tremble à nouveau. Je sais que je devrais rentrer chez moi. Je sais que je devrais dormir là-dessus, réfléchir à tête reposée, prendre une décision rationnelle. Au lieu de cela, je démarre le moteur et je conduis jusqu'à Villeurbanne. Cela prend 23 minutes avec une circulation fluide.
La maison est exactement comme sur les photos. Porte rouge, beau jardin, lumières allumées à l'intérieur. Il y a une voiture dans l'allée, une Lexus argentée avec un cadre de plaque d'immatriculation qui indique Dupont Auto. Ma concession. La voiture appartient à Romain, mon frère. Je gare mon pick-up de l'autre côté de la rue. Moteur éteint, j'observe la maison. Les rideaux de la fenêtre avant sont ouverts. Je vois du mouvement à l'intérieur. 2 personnes. L'une d'elles est sans aucun doute Mireille. L'autre est plus grand, plus carré. Mon téléphone vibre. C'est un SMS de Mireille. T'es où? Je rentre. Je fais des courses. Je serai bientôt là, je réponds. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent, puis réapparaissent. Ok. Je t'aime. Je fixe ces mots jusqu'à ce qu'ils ne ressemblent plus à des mots. Juste des formes, des mensonges sous forme numérique. Je sors du pick-up et marche jusqu'à la porte rouge. Je ne frappe pas doucement. Je tambourine comme si j'étais la police. Le mouvement à l'intérieur s'arrête. Puis des pas s'approchent. La porte s'ouvre. Mon frère Romain se tient là, en jean et t-shirt, pieds nus, l'air de sortir d'une sieste. Damien. Son visage passe de la confusion à la terreur en environ 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question, dis-je. Derrière lui, Mireille apparaît dans le couloir. Elle a changé de vêtements. Fini la robe bleue, elle porte maintenant un pantalon de yoga et l'un des vieux sweats d'université de Romain. Elle me voit et se fige. Personne ne parle pendant ce qui semble durer 1 heure, mais qui n'est probablement que 5 secondes. Puis, je dis la seule chose qui me vient à l'esprit. Alors, depuis combien de temps ça dure? Romain ne répond pas à ma question. Il reste juste là, la bouche ouverte, l'air d'un gamin pris la main dans le pot de confiture. Sauf que ce n'est pas de la confiture. C'est ma vie. Mireille s'avance, la main tendue comme si elle allait toucher mon bras. Damien, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Je recule d'un pas. Ne me touche pas. Ne prononce pas mon nom, contente-toi de répondre à la question. Depuis combien de temps? Elle laisse retomber sa main. Ses yeux sont humides maintenant, mais je me fiche de ses larmes. Plus maintenant. 8 mois, dit doucement Romain. Sa voix parvient à peine à franchir sa gorge. 8 mois. Nous nous sommes fiancés il y a 8 mois. Je l'ai demandé en mariage le jour de la Saint-Valentin au bord du lac d'Annecy. Romain a été la première personne que j'ai appelée ensuite. Il m'a félicité, m'a dit qu'il était heureux pour nous, a ouvert une bouteille de champagne lors du repas dominical et a porté un toast à notre avenir, tout en couchant avec elle. Tu as accepté ma demande en mariage en sachant que cela se produisait, je demande à Mireille. Elle pleure maintenant. De vraies larmes coulent sur son visage. Je ne savais pas quoi faire. Je vous aimais tous les deux. Je ne pouvais pas choisir. Alors tu as choisi de nous mentir à tous les deux. Je ris, mais sans aucune joie. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la lâcheté. Romain retrouve enfin sa voix. Ce n'était pas censé arriver. Nous avons lutté contre ça pendant des mois. Lutter. Je me tourne complètement vers lui. Vous avez lutté. Tu es mon frère. Tu travailles pour moi. Tu me vois tous les jours à la concession, tu me regardes dans les yeux et tu mens. Je sais. Son visage est rouge maintenant. De honte ou de colère, je n'en sais rien. Je sais que c'est mal. J'ai essayé d'y mettre fin plusieurs fois. Clairement pas assez fort. Je regarde autour de la maison. Cet endroit est à toi. Il hoche la tête. Je l'ai acheté il y a 3 mois. Mireille m'a aidé à le choisir. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il y a 3 mois, elle m'avait dit qu'elle passait plus de temps à aider son amie avec son appartement. Je l'ai cru. Je la croyais toujours. Quelqu'un d'autre est au courant, je demande. Tous deux secouent la tête. Bien. Alors voici ce qui va se passer. Je sors mon téléphone. Je vais prendre des photos de vous deux ici, ensemble. Ensuite, je rentre chez moi. Demain matin, Romain, tu vas rédiger ta lettre de démission. Tu en as fini avec Dupont Auto. Damien, tu ne peux pas, je peux, et je vais le faire.
Tu as 2 semaines pour vider ton bureau. Je demanderai à la comptabilité de revoir chaque transaction que tu as touchée l'année dernière. Je regarde Mireille. Et toi? Je veux que tu sois parti de chez moi demain soir. Prends tes affaires et pars. Où suis-je censé aller? La voix de Mireille se brise. Je m'en fiche. Viens t'installer ici avec Roméo. Retourne chez tes parents. Dors dans ta voiture. Ce n'est plus mon problème. Je commence à prendre des photos. Mireille se couvrant le visage. Romain se tenant là comme une statue. La maison. La Lexus dans l'allée avec le nom de ma concession dessus. Encore une chose, dis-je en remettant mon téléphone dans ma poche. Antoine rentre pour les vacances de la Toussaint dans 2 semaines. Aucun de vous deux ne le contactera. Aucun de vous n'essaiera d'expliquer ou de justifier ça. Si j'apprends que vous avez dit un seul mot à mon fils, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de personne vous êtes. La mâchoire de Romain se crispe. Il a le droit de connaître la vérité. Il connaîtra la vérité. De ma bouche. Pas de la tienne. Je me dirige vers mon pick-up. Tu n'es plus son oncle. Tu n'es plus rien. Je rentre chez moi en silence. Pas de radio, pas d'appel, juste le son de ma respiration et le bourdonnement des pneus sur l'asphalte. Quand j'arrive à la maison, tout est éteint. Mireille n'est pas encore rentrée. Probablement encore chez Romain, en train de pleurer sur son épaule sur à quel point je suis terrible. Je vais directement dans mon bureau et consulte les registres financiers de la concession. Si Romain couche avec ma fiancée, qu'a-t-il bien pu faire d'autre dans mon dos? Il me faut 40 minutes pour le découvrir. De petites anomalies au début, puis de plus grandes, de fausses remises clients, des frais de service gonflés qui n'ont jamais été répercutés sur les clients. Des valeurs de reprise manipulées dans le système. Au cours des 18 derniers mois, Romain a volé environ 172 000 € à mon entreprise. J'imprime tout. Chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque élément de preuve. Puis j'appelle mon avocat. Il est presque minuit, mais il répond à la 3e sonnerie. Damien, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu rédiges 2 choses, lui dis-je. Une lettre de licenciement pour mon frère et une plainte pénale pour détournement de fonds. Je ne dors pas. Je reste dans mon bureau jusqu'au lever du soleil, à documenter chaque vol, chaque mensonge, chaque trahison. À 6 heures du matin, j'ai un dossier de 8 cm d'épaisseur. Mireille rentre à 7h30. J'entends sa clé dans la serrure. J'entends ses pas dans le couloir. Elle s'arrête devant la porte de mon bureau. Damien. Sa voix est petite, hésitante. Je ne réponds pas. Elle ouvre quand même la porte. Elle a de nouveau changé de vêtements, de retour dans la robe bleue du bar. Son maquillage a coulé. Elle a l'air épuisée. Est-ce qu'on peut parler, demande-t-elle. Non. Je ne lève pas les yeux de mon ordinateur. Tu as jusqu'à 18 heures pour emballer tes affaires et partir. Après ça, je change les serrures. C'est chez moi aussi. Non, ça ne l'est pas. Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Tu ne paies pas le prêt immobilier. C'est ma maison, et je veux que tu partes. Elle s'approche. Je sais que tu es blessé. Blessé? Maintenant, je la regarde. On est blessé quand on oublie mon anniversaire. On est blessé quand on annule des projets. Ce n'est pas une blessure. Mireille. C'est de la destruction. Tu n'as pas seulement triché. Tu as triché avec mon frère. Tu l'as aidé à voler mon entreprise. Tu m'as menti en plein visage tous les jours pendant 8 mois. Son visage blêmit. Je ne l'ai aidé à rien voler. Je fais glisser un document imprimé sur le bureau. Alors, explique ça. Romain a créé un faux compte fournisseur à ton nom, Mireille Collin Conseil. Il y a fait transiter de l'argent pendant 1 an. Tu es répertorié comme la titulaire du compte. Elle prend le papier avec des mains tremblantes. Je ne savais rien de ça. 39 500 € ont été déposés sur un compte avec ton numéro de sécurité sociale. Tu t'attends à ce que je croie que tu n'as rien remarqué. Je te le jure, Damien. Je ne savais pas, peut-être qu'elle dit la vérité. Peut-être que Romain a fait ça à son insu. Mais j'en ai fini de lui accorder le bénéfice du doute.
Sors, dis-je. Maintenant. Elle laisse le papier sur mon bureau et sort. J'entends ses pas dans les escaliers. J'entends des tiroirs s'ouvrir dans notre chambre. Le son de ses bagages qu'elle prépare. Mon téléphone sonne. C'est Antoine. Son nom s'allume sur l'écran et mon cœur se serre. Je décroche. Salut mon grand. Papa. Sa voix semble anormale. Tendue. Est-ce que c'est vrai? Mon sang se glace. Qu'est-ce qui est vrai? Oncle Romain vient de m'appeler. Il a dit que tu l'avais viré de l'entreprise. Il a dit que tu ruinais sa vie pour un malentendu. Je ferme les yeux. Romain n'a même pas pu me donner 24 heures. Antoine, écoute-moi. Il a dit que Mireille t'avait quitté. Il a dit que tu inventais des mensonges sur eux parce que tu étais jaloux. La voix d'Antoine monte dans les tours. Qu'est-ce qui se passe? Je prends une grande inspiration. Mon fils a 15 ans. Il est à 3000 km d'ici dans une école militaire. Il ne devrait pas avoir à gérer ça, mais il mérite la vérité. Ton oncle Romain a volé de l'argent à la concession, dis-je lentement et clairement. Et il a une liaison avec Mireille. J'ai des preuves pour les deux. Il t'a appelé parce qu'il essaie de contrôler la version de l'histoire avant que je ne puisse le faire. Un silence à l'autre bout du fil. Antoine, je suis là. Sa voix est différente maintenant. Plus froide. Depuis combien de temps? 8 mois pour la liaison. 18 mois pour le vol. Nouveau silence. Je savais que quelque chose n'allait pas, finit par dire Antoine. La dernière fois que je suis rentré, Mireille m'a à peine parlé. Et oncle Romain n'arrêtait pas de faire des commentaires bizarres sur le fait que tu travaillais trop, que tu n'appréciais pas ce que tu avais. Il préparait le terrain, lui dis-je. Pour se faire passer pour le gentil de l'histoire. Je rentre, dit Antoine. Je prends un vol aujourd'hui. Non, tu as cours. Tu as. Papa. Je rentre. Tu as besoin de quelqu'un de ton côté. Sa voix est ferme, décidée. Ce n'est plus un enfant. Je serai là ce soir. Il raccroche avant que je puisse protester. Je reste là à fixer mon téléphone. Mon fils de 15 ans vient de me dire qu'il traversait le pays en avion pour me soutenir. Pendant ce temps, mon frère, mon propre sang, l'appelle pour répandre des mensonges. J'entends de nouveau les pas de Mireille dans les escaliers. Elle tire une valise. Elle s'arrête dans l'encadrement de la porte une dernière fois. Je t'aimais vraiment. Non, je réponds, tu aimais ce que je pouvais t'offrir. Il y a une différence. Elle part sans ajouter un mot. À 18h15, je change toutes les serrures de la maison. Antoine arrive à 22h. Je vais le chercher à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et au moment où je le vois traverser la zone des arrivées dans son uniforme du lycée militaire, quelque chose en moi s'apaise. Il est plus grand que dans mes souvenirs, plus large des épaules. Quand mon gamin s'est-il transformé en jeune homme? Il pose son sac et me serre fort dans ses bras. Papa. Et, mon grand. Je le retiens plus longtemps que je ne devrais probablement le faire. Tu n'étais pas obligé de venir. Si, je l'étais. Il se recule et me regarde. Me regarde vraiment. T'as une sale mine. Merci. Tu sais toujours quoi dire. Nous prenons son sac et nous dirigeons vers le pick-up. Antoine ne parle pas pendant le trajet. Il regarde simplement par la fenêtre les lumières de Lyon. Je n'insiste pas. Il parlera quand il sera prêt. Quand nous arrivons à la maison, il va directement dans la cuisine et ouvre le frigo. Mireille a vraiment déménagé la veille. Elle a emporté tout ce qui n'était pas cloué au sol. Il prend un soda et s'assoit au comptoir. Oncle Romain m'a encore appelé cet après-midi. Il a laissé un message vocal disant que tu faisais une dépression. Que je ne devais rien croire de ce que tu me dirais. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai bloqué son numéro. Antoine décapsule la canette. Je ne suis pas stupide, papa. Je l'ai observé lors des repas de famille depuis des mois. La façon dont il regardait Mireille quand il pensait que personne ne faisait attention. La façon dont elle riait à ses blagues mais souriait à peine aux tiennes. Tu as vu ça? J'ai 15 ans, je ne suis pas aveugle. Il boit une gorgée. Je voulais dire quelque chose, mais je me suis dit que je l'imaginais peut-être.
Je suppose que non. Je m'assois en face de lui. Je suis désolé que tu aies eu à voir tout ça. Je ne le suis pas, sa voix est ferme. Je préfère connaître la vérité plutôt que de vivre dans un mensonge. C'est toi qui m'as appris ça. Nous restons assis en silence pendant 1 minute. Puis Antoine demande, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je porte plainte. Romain a volé près de 184 000 € à la concession. C'est un détournement de fonds aggravé. Mireille pourrait être impliquée, elle aussi. Il a créé de faux comptes à son nom. Bien. Qu'il pourrisse. Il n'y a aucune hésitation dans sa voix. Aucune sympathie. Et pour les concessions? Je vais embaucher un nouveau directeur financier. Auditer tout ce que Romain a touché. M'assurer que les dégâts s'arrêtent là. Antoine hoche la tête. Et les affaires de Mireille? Les acomptes pour le mariage? Mon avocat s'en occupe. Elle n'aura rien. Et Léa, demande doucement Antoine. Cela m'arrête. J'avais presque oublié la fille de Mireille. 13 ans, vivant avec ses grands-parents, se demandant probablement pourquoi le mariage de sa mère venait d'imploser. Ce n'est pas son problème, dis-je. C'est une gamine, papa, et sa mère est un désastre. Antoine croise mon regard. Nous devrions au moins vérifier si elle va bien. Il a raison. Peu importe ce que Mireille a fait. Léa ne méritait pas d'être abandonnée par sa mère, encore une fois. J'appellerai ses grands-parents demain, lui dis-je. Je m'assurerai qu'elle va bien. Antoine finit son soda et se lève. Je vais me coucher. Le vol était long. Antoine. Il s'arrête. Merci d'être rentré. Où serais-je ailleurs? Il monte à l'étage. Je reste seul dans la cuisine, fixant l'espace vide où Mireille avait l'habitude de garder sa machine à café, ses vitamines, ses petites pancartes décoratives qui disaient des trucs comme la maison est là où se trouve le cœur. Mon téléphone vibre. C'est un message de mon avocat, Maxime. L'avocat de Romain veut négocier un accord amiable pour éviter des poursuites pénales. Intéressé? Je tape ma réponse, non. Engager les poursuites. Je veux que ce soit officiel. La réponse arrive immédiatement, compris. Dépôt de plainte demain. Je me verse un bourbon et sors sur la terrasse arrière. L'air d'octobre est froid, mordant. Je peux voir ma respiration. Demain, Romain sera arrêté. Demain, toute la ville saura ce qu'il a fait. Demain, tout change. Mais ce soir, mon fils dort à l'étage sous mon toit. Et pour la première fois depuis 48 heures, je ne me sens pas complètement seul. La police arrête Romain à la concession. Ils le font à midi un jeudi, en plein milieu du hall d'exposition, avec des clients qui regardent les voitures et des vendeurs qui observent la scène. Je ne suis pas là. Je suis délibérément resté à l'écart, mes 3 employés m'appellent en quelques minutes, tous disant la même chose, Romain a été escorté vers la sortie menottes au poignet, hurlant que je lui avais tendu un piège. Mon directeur des ventes, Thierry Brunel, m'appelle directement. Damien, qu'est-ce qu'il se passe, bordel? Romain détourne des fonds de l'entreprise depuis 18 mois. J'ai porté plainte hier. La police a exécuté un mandat ce matin. Un silence. Puis, d'où Jésus. J'ai besoin que tu organises une réunion avec tout le personnel à 16 h aujourd'hui. J'expliquerai tout à ce moment-là. Et Thierry, fais tourner la concession. Comme si de rien n'était. Reçu. À 16 h, je me tiens devant 37 employés dans notre salle de conférence principale. Antoine a insisté pour m'accompagner. Il est assis au dernier rang, les bras croisés, observant tout le monde. Je vais être direct, je commence. Romain Dupont a été arrêté pour avoir détourné environ 184 000 € de cette entreprise au cours des 18 derniers mois. J'ai découvert le vol il y a 2 jours et j'ai immédiatement contacté les autorités. La salle explose. Les questions fusent dans tous les sens. Je lève la main. Je sais que vous avez des questions. Voici ce que je peux vous dire. Le vol était sophistiqué. De faux comptes fournisseurs, des factures manipulées, des autorisations falsifiées. J'ai engagé un auditeur financier pour tout examiner. Si vous avez travaillé avec Romain sur des transactions, vous serez probablement interrogé. Coopérez pleinement.
Une main se lève. C'est Juliette Harel, l'une de nos vendeuses seniors. La concession est-elle en danger? Non. Nous sommes financièrement stables. La somme volée, bien que significative, ne menace pas nos opérations. Nous nous en remettrons. Une autre main. Marc Terrier, de l'atelier. Et nos emplois. Personne ne perdra son emploi à cause de ça. J'embauche un nouveau directeur financier. Pour le reste, tout continue normalement. Thierry prend la parole sur le côté. Et Mireille? Est-elle impliquée? Je m'attendais à cette question. Mireille venait au pique-nique de l'entreprise, aux fêtes de Noël. Elle était censée faire partie de la famille. Mireille et moi sommes séparés. Savoir si elle est légalement impliquée dans le vol fait l'objet d'une enquête. C'est tout ce que je dirai sur ma vie privée. La salle devient silencieuse. Écoutez, je poursuis. Je sais que c'est un choc. Ça a été un choc pour moi aussi. Mais nous allons traverser ça de la même façon que nous avons traversé tout le reste, en faisant bien notre travail, en traitant bien les clients, et en nous faisant confiance mutuellement. Après la réunion, les employés sortent lentement. Certains s'arrêtent pour me serrer la main. D'autres se contentent d'un hochement de tête. Antoine attend que tout le monde soit parti. T'as assuré, papa, dit-il. Merci, mon grand. Nous marchons vers le pick-up quand mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas. Bonjour, monsieur Dupont. C'est la lieutenante Lise Chardot de la police de Lyon. Je vous appelle concernant l'arrestation de Romain Dupont. Oui. Il a été libéré il y a 1 heure. Il a été libéré sous contrôle judiciaire après avoir payé une caution. Interdiction d'entrer en contact avec vous. Interdiction d'accéder aux propriétés de votre entreprise. Mais je voulais vous prévenir, il est dehors. Ma mâchoire se crispe. Compris. Aussi. Il a fait quelques déclarations pendant la procédure. Il a prétendu que vous aviez fabriqué des preuves parce que vous étiez en colère à propos de sa relation avec votre fiancé. Il a dit que la liaison était consensuelle et que vous utilisiez les accusations de détournement de fonds pour vous venger. C'est un mensonge. Je sais. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Mais préparez-vous. Il va se battre contre ces accusations, et il va essayer de vous faire passer pour le méchant au passage. Après avoir raccroché, Antoine me demande, qu'est-ce qu'ils ont dit? Romain a payé sa caution. Il est libre. L'expression d'Antoine s'assombrit. Il va s'en prendre à toi, n'est-ce pas? Probablement. Je déverrouille le pick-up. Laisse-le essayer. Cela fait 5 jours que Romain a été arrêté quand mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas indicatif de la Loire. Je suis sur le point de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Bonjour, monsieur Dupont. Une voix de femme. Plus âgée, hésitante. C'est Béatrice Collin, la mère de Mireille. Je me redresse. Madame Collin. J'appelle à propos de Léa. La fille de Mireille. Elle fait une pause. Notre petite fille. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui. Émotionnellement. La voix de Béatrice tremble. Elle est effondrée. Mireille ne l'a pas appelée depuis que tout est arrivé. Elle n'a rien expliqué. Léa n'arrête pas de demander si elle a fait quelque chose de mal. Ma poitrine se serre. Une fille de 13 ans qui se blâme pour les échecs de sa mère. Ce n'est pas normal, dis-je. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est ainsi qu'est Mireille. Elle fuit quand les choses deviennent difficiles. Elle fuit Léa depuis le jour de sa naissance. Béatrice prend une inspiration. Monsieur Dupont, Léa vous aimait beaucoup. Elle était impatiente pour le mariage, d'avoir un beau-père comme vous. Elle nous a dit que vous étiez le premier homme qui l'ait jamais interrogé sur l'école, sur ses amis, sur ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. Je me souviens de ces conversations, brèves, lors des rares fois où Mireille amenait Léa nous rendre visite. La jeune fille était calme, réfléchie, lisant toujours un livre dans son coin pendant que Mireille parlait d'elle-même. Je l'aimais bien, moi aussi, dis-je à Béatrice. C'est une bonne gamine. Elle veut vous parler. Je sais que c'est beaucoup demandé compte tenu de tout ce que Mireille vous a fait subir. Mais Léa a besoin de savoir que ça n'avait rien à voir avec elle, qu'elle n'était pas la raison pour laquelle sa mère et vous vous êtes séparés.
Je jette un coup d'œil à Antoine, qui fait ses devoirs à la table de la cuisine. Il m'observe, captant la tension dans ma voix. Passez-la moi, dis-je. Il y a un bruit de froissement, puis une petite voix. Monsieur Dupont. Salut, Léa. Tu peux m'appeler Damien. Ok. Elle reste silencieuse un instant. Ma mère a dit que vous la détestiez. Que vous l'aviez mise à la porte parce que vous ne vouliez pas de moi dans les parages. La colère flambe dans ma poitrine. Mireille utilise sa propre fille comme bouclier, tissant des mensonges pour se faire passer pour la victime. Ce n'est pas vrai, dis-je à Léa, gardant une voix douce mais ferme. Ta maman et moi nous sommes séparés parce qu'elle a fait de très mauvais choix. Des choix d'adultes qui n'ont rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi ne m'appelle-t-elle pas? Je ne sais pas, Léa. J'aimerais avoir une meilleure réponse. Mais les problèmes de ta maman sont les siens, pas les tiens. Tu comprends ça? Je crois. Sa voix est si petite. Vous me manquez. Et Antoine aussi. Il a été gentil avec moi chez vous l'été dernier. Antoine entend son nom et lève les yeux. J'articule sans le son, la fille de Mireille. Et il se lève immédiatement pour s'approcher. Léa est au téléphone, je lui dis. Elle voulait nous parler. Antoine prend le téléphone sans hésiter. Salut, Léa. C'est Antoine. Ouais, je me souviens de toi. Tu lisais ce bouquin de science-fiction, c'est ça? Celui avec le vaisseau spatial. Il fait une pause, écoutant. Sérieux, t'as fini toute la série? C'est génial. Je regarde mon fils parler à cette jeune fille qui est pour lui une quasi-inconnue, la traitant avec une gentillesse et une normalité qu'elle n'obtient clairement pas de sa propre mère. Après quelques minutes, il me rend le téléphone. Léa, dis-je. Tu as tes grands-parents qui t'aiment. Tu as Antoine et moi qui te soutenons. Les choix de ta maman ne te définissent pas. Tu vas t'en sortir. Merci, monsieur Dupont. Je veux dire, Damien. Elle renifle. Est-ce que je pourrais vous rappeler un de ces jours? Juste pour parler. Je regarde Antoine. Il hoche la tête. Oui, Léa, tu peux appeler quand tu veux. Après avoir raccroché, Antoine se rassoit. C'était la bonne chose à faire, papa. Je sais. Mais ça va aussi rendre Mireille furieuse. Bien. Qu'elle soit en colère. Cette petite a besoin de quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle. 2 heures plus tard, mon téléphone explose de SMS de Mireille. Elle a découvert l'appel. Comment oses-tu parler à ma fille dans mon dos? Tu n'as aucun droit de la contacter. J'appelle mon avocat. C'est du harcèlement. Je ne réponds à aucun d'eux. Au lieu de cela, je les transfère tous à mon avocat avec une note. Mireille utilise maintenant sa fille comme munition. Documenter tout. Maxime répond en quelques minutes, documenté. Cela aide notre dossier. Montre un schéma de manipulation. Ce soir-là, Antoine me demande quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Papa, si les choses tournent vraiment mal avec Mireille et que ses parents ne peuvent pas s'occuper de Léa, est-ce qu'on pourrait la prendre avec nous? Antoine, c'est beaucoup demandé. Elle n'est pas sous notre responsabilité. Peut-être pas légalement, mais quelqu'un doit s'occuper de cette gamine, et on a de la place. Il a 15 ans et il a déjà plus de clarté morale que la plupart des adultes que je connais. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce gosse, mais je suis reconnaissant de l'avoir chaque jour de ma vie. Voyons comment les choses évoluent, lui dis-je. Mais je promets qu'on ne laissera pas Léa tomber entre les mailles du filet. Le rapport d'audit financier arrive 3 semaines après l'arrestation de Romain. Ce sont 147 pages de documents, de graphiques et de preuves. Je lis chaque page. Le bilan final est pire que ce que je pensais. 195 000 € volés sur 19 mois. Romain avait créé 11 sociétés écrans différentes, toutes avec des variations de noms de vrais fournisseurs. Il a manipulé le logiciel de comptabilité pour approuver automatiquement les paiements inférieurs à 4 600 €, qu'il canalisait ensuite vers ses fausses sociétés sur des comptes qu'il contrôlait. Et Mireille était impliquée. Pas seulement comme un nom sur des papiers, mais activement. Le rapport inclut des échanges de mails montrant qu'elle discutait des calendriers de paiement avec Romain, l'aidant à planifier les retraits pour éviter de déclencher des audits, et suggérant même de nouveaux fournisseurs à usurper. Elle savait. Elle a planifié.
Elle en a profité. L'experte comptable, une femme méticuleuse nommée Patricia Simon, m'appelle personnellement. Monsieur Dupont, je fais ce métier depuis 23 ans. C'est l'un des systèmes de détournement les plus calculés que j'ai pu voir en dehors des grandes entreprises. Votre frère est très sophistiqué, et Mireille Collin n'est pas la victime innocente qu'elle prétend être. Pouvez-vous témoigner de ça au tribunal? Absolument. Les preuves sont irréfutables. Ils vont aller en prison. J'envoie le rapport à mon avocat et au procureur chargé de l'affaire pénale. Puis, je fais quelque chose que je repoussais. J'appelle mes parents. Ma mère décroche à la deuxième sonnerie. Damien, mon chéri, comment tiens-tu le coup? Ça va, maman. Est-ce que papa est là? J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Elle me met sur haut-parleur. La voix de mon père résonne. Bourru mais inquiète. Que se passe-t-il, fils? Le rapport d'audit est arrivé. Romain a volé 195 000 €. Mireille l'a aidé. Ils ont planifié ça ensemble pendant plus d'1 an et demi. Un silence. Puis ma mère se met à pleurer. De légers sanglots brisés qui me déchirent le cœur. Je suis tellement désolé, Damien. Mon père prend la parole, la voix enrouée. Je n'aurais jamais cru que Romain ferait une chose pareille. Jamais, au grand jamais. Moi non plus. Que va-t-il se passer maintenant, demande ma mère entre deux sanglots. Maintenant, le procureur engage les poursuites. Il risque 3 à 5 ans minimum. Peut-être plus s'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. 3 à 5 ans. La voix de ma mère se brise complètement. Mon garçon, mon bébé va aller en prison. Maman, il m'a volé. Il m'a trahi. Il a choisi ça. Je sais. Je sais qu'il l'a fait. Mais il reste mon fils. Elle pleure de plus belle. Vous êtes tous les deux mes fils. Et je ne sais pas comment être une mère pour vous deux quand l'un a fait tant de mal à l'autre. Mon père reprend le relais. Damien, tu fais ce qui est juste. Romain a fait ses choix. Il doit faire face aux conséquences. Ta mère et moi te soutenons. Nous voulons qu'il le sache, même si ça signifie que Romain ira en prison. Même alors, la voix de mon père est ferme, définitive, vous êtes tous les deux nos fils. Mais ce que Romain a fait était mal, et nous ne le défendrons pas sous prétexte qu'il fait partie de la famille. Après avoir raccroché, je reste dans mon bureau, fixant le rapport. 195 000 €, 19 mois, 11 sociétés écrans. Tout ça pendant qu'il me souriait de l'autre côté de la table lors des dîners. Tout ça pendant qu'il se tenait à mes côtés lors des événements familiaux. Tout ça pendant qu'il m'appelait de mon frère. Antoine frappe à l'encadrement de la porte. Ça va? Pas vraiment, mais ça ira. Il entre et s'assoit en face de moi. Grand-mère et grand-père le prennent mal? Ouais. Maman est effondrée. Papa tient le coup, mais c'est limite. Ce n'est pas de ta faute. Tu sais ce que Romain a fait, ce que Mireille a fait. Rien de tout ça ne retombe sur toi. Je sais. Mais j'ai quand même l'impression que j'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le découvrir plus tôt. Antoine secoue la tête. Tu leur as fait confiance parce que c'est ce que font les gens bien. Ils ont profité de ça. Ça fait d'eux des personnes horribles, pas de toi quelqu'un de stupide. 15 ans et déjà plus sage que je ne le serai jamais. Mon téléphone vibre. C'est un SMS de l'avocat de Romain. Mon client souhaite faire une proposition de règlement formel. Pouvons-nous organiser une rencontre? Je montre le message à Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il est désespéré. Et les gens désespérés font des erreurs. Antoine se lève. Rencontre-le. Écoute ce qu'il a à dire, mais ne lui cède rien. Le lendemain matin, je rencontre l'avocat de Romain, Maxime Giroux, dans un café du centre-ville. Il a la cinquantaine bien entamée, un costume onéreux, le genre d'avocat qui défend les criminels en col blanc pour 550 € de l'heure. Monsieur Dupont, merci de me rencontrer, dit Maxime en me tendant la main. Je ne la serre pas, vous avez 30 minutes. Il s'assoit. Mon client est prêt à proposer le remboursement intégral des fonds volés, plus 20%, en échange de l'abandon des poursuites pénales de votre part. Non. Monsieur Dupont. La prison détruira la vie de votre frère. Il perdra tout.
sa carrière, sa réputation. Il les a déjà perdus quand il a commencé à me voler. Maxime se penche en avant. Il est prêt à admettre ses torts dans un accord civil. Payer des dommages et intérêts. Vous donnez tout ce que vous voulez financièrement. Je ne veux pas de son argent. Je veux la justice. La justice, le ton de Maxime change, ou la vengeance. Je me lève. Cette réunion est terminée. Attendez. Maxime sort un dossier. Avant de partir, vous devez savoir. Nous sommes prêts à argumenter que vous étiez au courant des écarts financiers depuis des mois. Que vous n'avez porté plainte qu'après avoir découvert la liaison. Que tout ceci est l'œuvre d'un ex-fiancé vindicatif qui utilise le système judiciaire comme une arme. Bonne chance avec ça. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Je sors. Il ne me suit pas. Le procès commence par un froid matin de février. Romain plaide coupable de détournement de fonds et de fraude en échange d'une réduction de peine. 3 ans de prison, 5 ans de mise à l'épreuve, remboursement intégral, plus dommages et intérêts. Mireille se bat davantage. Son avocat soutient qu'elle a été manipulée, que Romain a profité de sa confiance, mais les courriels racontent une autre histoire. Le jury délibère pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge la condamne à 18 mois de prison, 3 ans de mise à l'épreuve, et lui ordonne de rembourser sa part de l'argent volé, soit plus de 82 800 €. Mireille pleure pendant la lecture du verdict. Sa mère est assise dans le public, le visage de marbre. Léa n'est pas là. Béatrice et son mari ont décidé que c'était trop dur à supporter pour une fille de 13 ans. Je ne me sens pas triomphant. Je ne me sens pas justifié. Je me sens juste fatigué. À l'extérieur du tribunal, les journalistes grouillent. Je me ferai un chemin à travers sans faire de commentaires. Antoine attend près du pick-up, les bras croisés, observant tout de ses yeux perçants qui ne manquent rien. C'est fait, je lui dis. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison maintenant? Ouais, mon grand. On peut rentrer à la maison. Ce soir-là, Béatrice m'appelle. Damien, je voulais vous remercier de ne pas avoir mêlé Léa à tout ça. De l'avoir protégée du pire. Elle en a déjà assez bavé. C'est vrai. Et elle voulait que je vous dise quelque chose. La voix de Béatrice s'adoucit. Elle a dit de vous dire que vous êtes un homme de bien. Qu'elle espère que quelqu'un s'en rendra compte un jour. Ma gorge se serre. Dites-lui merci. Et dites-lui que je pensais ce que j'ai dit. Elle peut m'appeler quand elle veut. 3 semaines plus tard, mes parents viennent me rendre visite. Ma mère me serre dans ses bras pendant 1 minute entière sans rien dire. Mon père me serre la main, puis m'attire dans une étreinte lui aussi. Nous sommes fiers de toi, dit mon père. Je sais que ça ne répare rien, mais on avait besoin que tu l'entendes. Romain a fait ses choix, ajoute ma mère en s'essuyant les yeux. Nous l'aimons. Nous irons le voir, mais nous n'excusons pas ce qu'il a fait. Nous dînons ensemble. Moi, Antoine, et mes parents. Nous ne parlons ni de Romain ni de Mireille. Nous parlons des projets universitaires d'Antoine, de l'expansion de la concession à Grenoble, de choses normales de famille. Ça fait du bien, comme si peut-être, nous pouvions reconstruire ce qui a été brisé. 1 mois plus tard, j'embauche une nouvelle directrice financière. Elle s'appelle Caroline Jacquet, ancienne experte comptable avec 15 ans d'expérience et des références que j'ai vérifiées 3 fois. Elle est rigoureuse, stricte, et elle repère une petite anomalie dans nos comptes dès sa première semaine. Juste une erreur de saisie, m'annonce-t-elle. Mais je voulais que vous sachiez que je surveille tout. C'est exactement pour ça que je vous ai embauché. Les concessions prospèrent. Il s'avère qu'enlever un voleur de votre liste de paie améliore les marges bénéficiaires. Qui l'eût cru? Antoine rentre pour les vacances de printemps. Il a encore grandi, gagné en assurance. Le lycée militaire lui a fait du bien. Comment ça se passe à l'école, je demande pendant le petit déjeuner. Bien. J'ai intégré l'équipe première de cross. Je pense à postuler à Saint-Cyr. Saint-Cyr? C'est du sérieux. Et moi aussi. Il me regarde. C'est toi qui m'as appris ça. Comment être sérieux pour les choses qui comptent? Comment rester debout quand les gens essaient de te rabaisser? Je ne sais pas quoi répondre à ça, alors j'acquiesce simplement. Aussi, reprend Antoine,
Léa m'a envoyé des messages. Elle voulait des conseils pour le lycée. Je l'aide. C'est bien de ta part. C'est une bonne gamine, papa. Bien meilleure que sa mère ne l'a jamais été. Il fait une pause. Je me disais, quand je serai diplômé du lycée l'année prochaine, on pourrait l'inviter à la cérémonie. Ses grands-parents aussi. Ils sont pratiquement de la famille à ce stade. La famille. Pas par le sang ou le mariage, mais par choix. En étant présent, en se souciant des autres quand on n'y est pas obligé. Ouais, lui dis-je. Ça me plairait bien. 8 mois après le procès, je vends la maison. Trop de souvenirs imprégnés dans ces murs. Trop de fantômes dans chaque pièce. J'achète une maison plus petite à Annecy avec vue sur l'eau. Antoine m'aide à emménager pendant les vacances d'été. Nous passons une semaine à peindre les pièces, à monter des meubles, à nous l'approprier. On s'y sent bien, dit Antoine, debout dans la cuisine. Comme un nouveau départ. C'est l'idée. Les concessions se portent mieux que jamais. Nous avons ouvert un 4e site à Saint-Étienne, et Caroline a mis en place des systèmes qui rendent les anciennes magouilles de Romain impossibles à reproduire. Je vois mes parents régulièrement. Ma mère a accepté le fait que Romain sera en prison pendant encore 2 ans. Elle lui rend visite une fois par mois. Je ne pose pas de questions sur ces visites et elle ne m'offre aucun détail. Certaines distances prennent du temps à être comblées. Mireille est dans une prison pour courte peine dans la Loire. J'ai appris par Béatrice qu'elle prenait des cours de commerce et qu'elle parlait de repartir de zéro à sa sortie. Je lui souhaite de réussir, de loin. De très loin. Léa s'épanouit. Elle est sur le tableau d'honneur, a rejoint le club de débat et a récemment remporté un concours régional d'écriture. Béatrice m'envoie des nouvelles et je lui renvoie mes félicitations et mes encouragements. Antoine l'appelle en vidéo toutes les quelques semaines. Il joue toujours le rôle du grand frère qu'elle n'a jamais eu. Un samedi matin d'octobre, je suis dans un café du centre-ville quand quelqu'un s'assoit en face de moi sans demander. Je lève les yeux, prêt à lui dire que la place est prise, mais je m'arrête. Elle a la quarantaine, les cheveux foncés tirés en queue de cheval, et porte un jean et un pull. Elle a des yeux bienveillants et un sourire sincère. « Je suis désolé de vous déranger, dit-elle. Mais vous êtes Damien Dupont, n'est-ce pas? Vous m'avez vendu une voiture il y a 3 ans. Une Peugeot 508 argentée. Je m'en souviens vaguement. C'est possible, oui. Je voulais juste vous dire merci. Pas pour la voiture, cependant. Elle a été super. Mais pour la façon dont vous avez géré les choses avec votre concession l'année dernière. J'ai vu les informations. Mon ex-mari a détourné de l'argent de son entreprise et a accusé tout le monde sauf lui-même. Vous voir tenir les gens responsables, même votre propre frère. Ça signifiait quelque chose. J'apprécie, merci. Je m'appelle Juliette, au fait. Elle me tend la main. Je la lui serre. Sa poigne est ferme, assurée. Je peux vous payer un café? En guise de remerciement pour la voiture. Et pour l'intégrité. Je suis sur le point de dire non, de me cacher derrière l'excuse que je suis occupé, que je ne suis pas prêt, que c'est trop tôt. Mais je repense au conseil d'Antoine quelques mois plus tôt. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Et je repense au message de Léa, j'espère que vous trouverez quelqu'un de gentil. Bien sûr, dis-je. J'aimerais beaucoup. Juliette sourit et se dirige vers le comptoir. Je la regarde commander. Je la regarde rire à quelque chose que dit le serveur. Je la regarde évoluer dans ce monde avec une aisance qui ne semble ni forcée, ni calculée. Peut-être que ce n'est rien. Peut-être que c'est juste un café avec une ancienne cliente. Ou peut-être que c'est le début de quelque chose de vrai, de sincère. Dans tous les cas, j'en ai fini de fuir les possibilités par peur d'être blessé à nouveau. La peur, c'est ce sur quoi Mireille comptait. La peur, c'est ce qui me gardait en déséquilibre. Juliette revient avec 2 cafés et s'assoit. Alors, dit-elle. Parlez-moi de vous. Le vrai vous, pas la version du concessionnaire. Je souris. Pour la première fois depuis 1 an, ça ne me semble pas forcé. Par où commencer? Nous discutons pendant 2 heures de tout et de rien. Elle est graphiste, divorcée depuis 5 ans, et a un fils de 10 ans qui joue au baseball. Elle est drôle, sait faire preuve d'autodérision, et s'intéresse sincèrement à ce que j'ai à dire.
Quand nous finissons par nous séparer, elle me donne son numéro. Pas de pression, mais si vous voulez aller dîner un de ces jours, ça me ferait plaisir. J'enregistre son numéro. Je vous appellerai. J'espère bien. Je rentre chez moi en voiture, la radio allumée, les fenêtres baissées, l'air d'octobre s'engouffrant dans l'habitacle. En arrivant à la maison, Antoine est là, en visite pour le week-end. Tu as l'air différent, remarque-t-il en m'examinant le visage. Bien. Différent. J'ai rencontré quelqu'un. Juste pour un café. Rien de sérieux. Antoine sourit à pleines dents. Pour le moment. Pour le moment, j'approuve. Ce soir-là, je me tiens sur ma terrasse arrière à regarder l'eau. Le ciel est dégagé, les étoiles brillent au-dessus de moi. Je repense à tout ce qui s'est passé. La trahison, le vol, le chagrin d'amour, le procès, les peines de prison, la famille brisée. Mais je pense aussi à Antoine qui a pris l'avion pour me soutenir. À Léa qui a trouvé sa voie. À mes parents qui ont choisi la vérité au détriment du confort. Aux inconnus qui ont fait preuve d'une gentillesse inattendue. La douleur a creusé en moi des parties dont j'ignorais l'existence. Mais elle m'a aussi montré de quoi j'étais fait. Elle m'a montré que je pouvais survivre au pire. Et continuer de choisir d'être quelqu'un de bien. Continuer de choisir de faire confiance. Continuer de choisir d'essayer. Mon téléphone vibre. Un SMS de Juliette. Merci pour le café. Le meilleur samedi que j'ai passé depuis longtemps. Je lui réponds, pareil. Que dirais-tu d'un dîner vendredi prochain? Sa réponse est immédiate. C'est un rendez-vous. Je souris et glisse mon téléphone dans ma poche. L'année passée a failli me détruire. Mais debout ici maintenant, à regarder les étoiles avec de nouvelles perspectives à l'horizon, je réalise quelque chose. Je ne me contente plus de survivre. Je vis. Et c'est suffisant.